Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans le 18h à savoir de Télé Nantes. Cette semaine, on change de prof avec vous. Cécile Petit-Dent, bonsoir. Bonsoir Jean, je ne suis pas le prof Vanier, mais non. Alors avec vous tout à l'heure, dans cette émission, on va parler de la Coupe de France de robotique et d'ailleurs avec notre invité Vladimir Kosmala tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. On va parler également de la science et le troisième âge et puis on commence avec quelques actus. Denis Vanier, la semaine dernière, vous vous en souvenez, dans cette émission, vous parlez de la loi sur le renseignement. Eh bien ça y est, cette loi, dénoncée par certains, saluée par d'autres, a été adoptée par l'Assemblée nationale. 483 voix pour, 86 contre, 42 abstentions. Elle n'a pas fini de vivre, cette loi, puisqu'elle va être maintenant examinée par le Sénat et sans doute définitivement validée avant l'été. C'est le souhait du Premier ministre. Et on passe à la société Carmat et le CHU de Nantes qui ont annoncé le décès cette semaine d'un des patients greffés du cœur. Effectivement, cet homme avait été greffé au mois d'août dernier et depuis il allait bien. Vendredi 1er mai, il a été hospitalisé au CHU de Nantes pour insuffisance circulatoire et il est malheureusement décédé le samedi 2 mai. Il faut rappeler tout d'abord que ces implantations de prothèses Carmat font partie d'un protocole d'essai clinique et concernent des patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque terminale. Autrement dit, des gens qui sont condamnés par leur maladie, qui sont extrêmement fragilisés et qui sont condamnés par leur maladie. Alors évidemment, ce décès est une très mauvaise nouvelle. Tout le monde était triste pour cet homme et était déçu de cette issue. Pourtant, Carmat expliquait dès mardi soir que ce n'est qu'un problème moteur qui est à l'origine du décès. Ça paraît un peu trivial, je suis désolée de le dire comme ça, mais un problème de moteur de la prothèse, mais pas du tout d'incompatibilité entre l'organisme du patient et son acceptation de ce cœur artificiel. Autrement dit, Carmat reste optimiste et continue ses essais. Et on passe à la dernière actu, un spectacle pour enfants pour faire aimer les maths, car c'est possible d'aimer les maths. Mais oui, quand on est petit, c'est possible. C'est vrai que les mathématiques et l'enfance, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Alors il y a ceux ou celles, les petites filles qui d'emblée adorent ça, mais pour beaucoup, ça reste un petit peu une espèce de torture. Je dis ça, c'est du vécu, donc je suis très convaincue de ce que je dis. Or, il y a un artiste qui s'appelle Laurent Deschamps, il est de la région des Pays de la Loire. Il a eu la bonne idée, avec sa compagnie La Tête à Toto, ça ne s'invente pas, de créer un spectacle pour les tout-petits, justement pour leur faire aimer les maths. Ça s'appelle Au bout du compte. Il y est question de fées, de lutins, de rois, de princesses. Il s'agit d'un conte musical et philosophique. On y entend des choses comme les mathématiques, c'est rigolo, c'est magique, c'est pratique. Et si tu comprends pas, tu demandes, on t'explique. Voilà, c'est plutôt pas mal. C'est la philosophie de ce spectacle à voir au Théâtre de Jeanne à Nantes jusqu'à la fin du mois de juin. Et c'est l'heure du rendez-vous traditionnel du 18h, à savoir une question, un chercheur. Et cette question scientifique et primordiale est posée cette semaine par Pierre. Bonjour, je m'appelle Pierre et j'aimerais savoir comment la science peut agir aujourd'hui pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées. Ah oui, c'est une sacrée question qu'il nous pose Pierre quand on sait que la population vieillit à grands pas. Pour y répondre, on va écouter le professeur Christophe Cornu de l'UFR STAPS à l'Université de Nantes. Bonjour, pour répondre à votre question, un certain nombre de travaux scientifiques s'engagent pour essayer d'améliorer l'état de santé de la personne âgée, à la fois physique et cognitive, et prévenir les dégradations potentielles liées à l'âge qui conduiront à un moment donné à une perte de mobilité et d'autonomie de cette personne. Une autre veine de travaux s'intéresse moins à la personne âgée qu'à l'environnement dans lequel cette personne va être amenée à évoluer. Les projets de recherche qui sont mis en place actuellement pour répondre à ces diverses questions mobilisent différentes équipes de différents champs disciplinaires. Et d'ailleurs, les politiques publiques qui financent la recherche incitent également à travailler en ce sens. Dans ce contexte, à l'Université de Nantes, une mission interface recherche Université de Nantes, Gérontopole des Pays de la Loire a été créée, qui vise justement à essayer de mettre en place des synergies de travaux de recherche qui permettront d'améliorer la qualité de vie à terme des personnes âgées. Donc, par exemple, dans le projet Longévité et Mobilité Autonomie, qui est financé par la région des Pays de la Loire, des travaux visent à essayer d'identifier les types d'habitats qui seront les plus intéressants pour les personnes âgées du point de vue de leur autonomie. Et d'autres types de travaux visent par exemple à étudier les nouveaux traitements thérapeutiques de l'arthrose, qui est une pathologie extrêmement handicapante pour les personnes âgées, ainsi que par exemple
le développement d'exosquelettes qui pourraient soit de manière préventive, soit agir comme modalité d'aide à la marche, par exemple, être développés et mis à la disposition des personnes âgées pour améliorer leur qualité de vie. Et pour revisionner tous les numéros d'une question, un chercheur, rendez-vous sur le site de l'université à l'adresse webtv.univ-nantes.fr. Et maintenant, on accueille notre invité de la semaine, Vladimir Kosmala. Rebonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. À vous, Vladimir. Vous êtes dans la vie, dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ingénieur, développeur en informatique. Vous travaillez dans une start-up nantaise. Et votre hobby, ce qui vous passionne, vous, dans la vie, c'est, on parlait des mathématiques tout à l'heure, c'est pas complètement ça, ce sont les robots. On vous a donc invité car du 13 au 16 mai, donc très prochainement, vous participerez à la Coupe de France de robotique avec cette année le cinéma pour thème. C'est un événement qui a un succès indéniable. 200 équipes sont présentes chaque année. Ça représente 2000 ingénieurs. Si je résume, on verra ensemble qu'il y a plusieurs métiers différents dans tout ça. Des mécaniciens, des informaticiens, etc. On va revenir à la base. C'est quoi cette Coupe de France, Vladimir ? Mais écoutez, cette Coupe de France, elle a été organisée il y a plus de 20 ans maintenant. Ça fait 22 ans qu'elle est en place. À la base, ça a été mis en place avec EGalim6. On se rappelle la petite chaîne qui monte. C'est tout à fait la Coupe de France de robotique par EGalim6. EGalim6 est parti. Mais pour autant, la coupe est toujours là. Il y a toujours des ingénieurs, des étudiants qui viennent et qui fabriquent des robots et qui arrivent à cette compétition et qui se font des rencontres, tout ça dans le partage autour de la robotique. Et donc, ce sont des matchs. Les robots s'affrontent avec des épreuves, des missions à accomplir. C'est ça, concrètement. Tout à fait. En fait, on va peut-être voir des images d'ailleurs pour que d'emblée les gens se rendent compte de quoi on parle. Et vous allez pouvoir nous les commenter. Mais c'est un jeu. C'est un jeu. Il y a 2 équipes. Chaque équipe peut avoir 2 robots. Donc on peut avoir 4 robots sur la table. La table de jeu qui fait 2 mètres sur 3. Ces robots-là, on peut le voir sur l'image, ils déplacent des objets, des cylindres verts, des cylindres jaunes, pour marquer des points. Et plus l'équipe a de points, et plus elle arrive en haut du classement. Donc en gros, le défi pour ces robots, c'est quoi? C'est la dextérité? Comment est-ce qu'ils sont jugés? Alors, c'est une question de précision, puisqu'il faut aller attraper ces objets qui sont plus loin sur la table. C'est une question aussi de rapidité. Un match dure 90 secondes, c'est extrêmement court. Ces robots doivent être très intelligents. Il faut qu'ils fassent preuve de flexibilité, d'intelligence. De précision aussi. De précision. Tout ça, c'est calculé comme du papier à musique, en fait. Ouais. Alors, on aura droit dans quelques instants à une petite démonstration, mais un petit mot sur vous, Vladimir Kosmala. Vous n'en êtes pas à votre première Coupe de France, vous faites partie d'un groupe, parce qu'en fait, la particularité, c'est que derrière chaque robot, il y a une équipe. C'est ça. En l'occurrence, vous êtes 6, et ça fait plus de 5 ans. Ça doit être votre 6e participation, si je ne m'abuse. C'est la 5e participation. C'est la 5e, voilà, que vous participez. Donc, chaque année, vous concevez, vous fabriquez, vous construisez un robot. C'est votre passion dans la vie. Et aujourd'hui, vous avez un boulot, vous n'êtes plus étudiant, les autres aussi, il y en a qui sont à Paris, mais vous continuez. C'est ça. Mais pour la petite histoire, c'est tout à fait, Cécile. Il y a 5 ans, on a commencé, on était encore étudiants à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, et on avait ce petit club de robotique, et entre potes, entre copains, on a fabriqué des robots pour participer à cette compétition. Et de fil en aiguille, on emmagasine beaucoup d'expérience, et donc on monte dans le classement. Et est venu le moment des diplômes, puisque maintenant on est ingénieur, on travaille, mais on continue, on poursuit cette aventure. Pourquoi ? Et parce que c'est un hobby, on aime beaucoup faire ça, et on pense que c'est un sujet qui est pluridisciplinaire, qui fait travailler un peu de tout, qui fait découvrir tout. Informatique. C'est ça, il y a 3 thèmes majeurs pour la mécatronique, c'est la mécanique, l'électronique et l'informatique. Alors la mécanique, là si on peut voir sur le robot, ça va être tout ce qui est en aluminium, qui va être découpé au laser. On a l'impression 3D qui va faire certaines pièces. Donc ça c'est la mécanique. On a l'électronique, on voit beaucoup de câbles qui partent des différentes cartes électroniques pour commander des moteurs, commander des capteurs de présence, des servomoteurs. Et enfin, l'informatique, là c'est simplement un programme qui va dire je dois aller là, je dois soulever cette partie-là, et je dois faire telle chose à tel moment. Ça c'est votre job. Ça c'est mon job. Vous programmez ce robot. Il a un nom ? Alors, ils ont pas de nom. La question crée, je le sais qu'ils n'ont pas de nom en vrai, mais vous me l'avez dit. Mais... On les appelle petits robots et grands robots, puisque chaque année, on a le droit à 2 robots, un petit et un grand. Petit robot, grand robot.
chaque année, ce sont de nouveaux robots. Hein. Chaque année, il faut savoir que le thème change. Cette année, c'est le cinéma. Ouais. Donc on a sur la table de jeu qu'on a vu dans les images précédemment, on a vu qu'il y avait un tapis rouge à monter avec des escaliers. On peut voir derrière moi sur le robot qui, je ne sais pas si on voit, Ici, mais on dirait un tank. aperçoit. Hein, il a des C'est chenilles, ça. hein, je sais pas Il y comment a des dire. chenilles Une arme de guerre, pour monter C'est ça. sur un escalier, un petit escalier. Pour gravir les marches de C'est ça, Cannes. tout Quoi. à fait. On a des pop-corn à les ramasser dans un gobelet. C'est qu'ils sont j'ai très ici. joueurs, hein, ces ingénieurs. Et on a des bouts de spots en fait à ramasser, à empiler, Ouais. qui vont représenter un spot de lumière en fait pour projeter de la Ouais, lumière d'accord. pour les acteurs. C'est maintenant qu'on fait la démo, non? Je ne sais Ah pas oui, ce que bien vous en sûr. pensez, mais vous êtes prêts là? Donc ça veut dire que vous pouvez nous montrer ce qu'il peut faire, lui, ces petits robots. Ces petits robots, J'en étais sûre. il est en cours de programmation, mais normalement Il il sait est faire capable deux, trois faire trucs. une démonstration. Vous nous montrez? C'est parti. Allez, c'est parti. Donc Vladimir Kosmala en direct de Télénantes, sur Télénantes, et son petit robot. Voilà, donc là il est allumé le robot. J'enlève l'arrêt d'urgence qui permet de l'alimenter. On branche la batterie pour que ça fonctionne mieux. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Et donc là, je vais vous montrer. Il va aller attraper les petits bouts de spot, là, comme vous disiez. C'est ça, les petits spots jaunes. Il va essayer Les de cylindres, les voilà. empiler pour faire une tour, tout simplement. Donc c'est le robot qui est intelligent, vous n'avez pas de manette pour le contrôler. Alors, normalement, le robot est complètement autonome. Oui. Hein, en fait, c'est Plein de Sciences qui organise cette compétition. Il y a deux compétitions distinctes. Il y a à la fois les trophées de robotique et la coupe de robotique. Les trophées de robotique, c'est jusqu'à 18 ans, et la coupe de robotique, c'est à partir de 18 ans. D'accord. Là, il peut se mouvoir ou pas? Les robots sont prévus pour bouger, pour aller sur la table de 2 mètres sur 3 pour bouger. Là, pour le plateau, on va éviter de bouger parce que c'est des moteurs qui sont puissants. Ils vont vite, hein. Ça va très Ils vont vite. super vite. Quand on voit Attention, les images... Gwen, à notre camérawoman. Les robots Calme-toi. peuvent faire du 2 mètres par seconde. C'est très rapide. Eh ouais. Ça pourrait faire bouger la table. Non, mais on veut pas le préfère- drame. Mais on préfère contrôler. faisons-le attraper un cylindre. Faisons-le attraper un cylindre. Tout à fait. C'est déjà pas mal. Donc là, je vais l'aider puisque Bah oui. je vais couper ses jambes. Il ne peut pas rouler. Il ne peut pas rouler. Donc je vais simplement lui mettre ses plots dans ses pinces. Donc là, on a des pinces. Ouais, On a un ascenseur qui va pouvoir monter ces plots d'accord. et les mettre dans le guide. Ici, je ne sais pas si on voit, Il y a une petite balle de il tennis. y a une petite balle de tennis à prendre. Bon, on la verra après. On la verra Et après. donc Oui, ça représente le projecteur. hein. allons-y, hein, c'est le meilleur moyen. C'est parti. Voilà un premier plot, Voilà. et un troisième. Donc il agit en fonction de vos gestes. Il a des capteurs. Comment ça fonctionne en fait? Tout à fait. Il y a un capteur. Oui, parce que pendant la compète, il se déplace. Là, on le redit, on ne le fait pas se déplacer parce que le plateau ne s'y prête pas, mais il va chercher des cylindres un peu aux quatre coins de la table. C'est ça. Il va complètement aller les chercher, les cylindres. Et en fait, ici, il y a un petit capteur tout en bas du robot, Oui. si on voit en rouge, qui va détecter la proximité d'un objet. Dès qu'un objet, donc en l'occurrence un cylindre, est Ouais. sur ce capteur, il va détecter que le cylindre peut être pris, et il va les prendre avec ses petites pinces et les faire monter avec son ascenseur. C'est un peu comme un radar de recul sur une voiture. quoi. C'est à peu près le même, C'est une à peu belle près le même métaphore. système. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a bien compris l'aspect ludique de la chose, hein, et puis pour vous, c'est un hobby, une passion, à quoi ça sert autrement? C'est-à-dire que, est-ce que lors de cette compétition, on est là aussi pour montrer des savoir-faire et peut-être même imaginer des applications ailleurs, dans la vie? Alors, en soi, c'est une compétition qui est fun. Hein. On fait ça, c'est nous, ça. parce que c'est fun, mais aussi beaucoup parce qu'on emmagasine énormément de connaissances. Ma filière, c'était le web, Ouais. développeur web. Et en faisant ce robot depuis 5 ans, j'ai acquis énormément de connaissances et d'expériences Qui vous sur la servent programmation. Ça peut pas me servir aujourd'hui, mais peut-être que prochainement, je pourrais très bien envisager d'être ingénieur de recherche dans un laboratoire de robotique, par exemple. On peut envisager beaucoup de carrières. Et à la compétition de robotique en elle-même, qui est la semaine prochaine, Tout à fait. avec 200 équipes, 2000 personnes, 2000 étudiants ingénieurs, c'est un vivier d'ingénieurs, de gens qui sont très compétents, parce qu'ils ont réussi à monter des projets d'eux-mêmes, puisque ce sont des équipes qui sont indépendantes. Qui travaillent ensemble. Qui travaillent voilà. ensemble, donc un esprit d'équipe. Et derrière, on voit quelques recruteurs qui viennent à la coupe
pour dénicher des perles rares, discuter éventuellement d'une embauche après le diplôme. Est-ce qu'il y a un modèle économique derrière tout ça? Je m'explique. Vous l'avez dit, vous avez commencé, vous étiez étudiant. Aujourd'hui, vous bossez, vous avez donc d'autres choses à faire aussi. Vous avez créé une association avec vos partenaires, Where Droid. C'est ça. C'est ça. Mais vous avez besoin de partenaires, j'imagine, parce que là, il y a du matériel. Vous parliez de découpe au laser tout à l'heure, d'impression 3D. Faut peut-être un peu de fonds ou de moyens, je ne sais pas, pour fabriquer, donner naissance à petits robots. Complètement. Il faut savoir qu'un robot comme ça coûte très cher. C'est pour ça qu'on a des sponsors. En gros, de A à Z, il y en a pour à peu près 5 000 €. Ah oui, quand même. C'est un hobby, voilà. C'est un hobby qui engouffre pas mal d'argent, mais il y a des partenaires, des sponsors qu'on va chercher. Ça leur fait une image un peu jeune pour peut-être recruter. Et nous, ça nous fait... c'est un hobby qu'on finance d'une certaine manière. Ouais. Et donc, dans ces partenaires, dans tout ce qui est découpe laser, on a des partenaires pour l'impression 3D print, SICK, qui nous permet de capter... Dans un plan jusqu'à 10 mètres, tout ce qui se passe dans son environnement. C'est un capteur très précis. Donc si vous continuez, vous l'aviez dit, c'est pour le plaisir, et puis le plaisir de la compétition. Bah oui. Votre meilleur classement en Coupe de France, c'est quoi? L'année dernière, on était 28e. Sur 200 équipes. C'est pas mal. Honorable. Donc, c'est pas mal. Parce que, on n'a plus beaucoup de temps, hein, Vladimir. Donc j'en profite pour dire que du 13 au 16, c'est la Coupe de France. Il faut que vous fassiez mieux que 28. Ça, on vous le souhaite. Non, on espère au moins d'être dans les qualifications, donc dans les 16e de finale. Déjà, ça serait chouette. On vous le souhaite. Et puis ensuite, du 22 au 24 mai, il y aura la finale Eurobot, et ce sera en Suisse. Voilà. Merci, Vladimir. Merci, Cécile. À bientôt.